Le pont de Kerch a été fermé d'urgence. La circulation y est impossible. Zelensky a déclaré en même temps que l'Ukraine poursuivait ses opérations sur le territoire russe. Le commandant des forces de système de drones, Madiar, se prépare également à une nouvelle explosion. Bavovna. Gerasimov a de nouveau fait état des succès de l'armée russe et, une fois de plus, a tout inventé. Poutine est durement trompé par ses propres généraux. Les drones des forces armées ukrainiennes ont frappé l'une des plus grandes entreprises chimiques russes. Poutine part d'urgence pour la Chine. Xi Jinping a-t-il vraiment décidé de faire pression sur le dictateur russe pour qu'il mette fin à la guerre? Pendant ce temps, Trump a annoncé l'élimination du terroriste le plus actif au monde. C'est les nouvelles d'aujourd'hui. Je m'appelle Eva Nikolashvili. Mettez un like, abonnez-vous, car nous commençons déjà. L'Ukraine prépare une toile 2.0. C'est la conclusion que l'on peut tirer des déclarations de Volodymyr Zelensky. Il a parlé de manière très énigmatique des frappes sur le territoire russe. Le président ukrainien a montré les frappes à longue portée contre la Russie réalisées en une semaine et a ajouté que la plupart des opérations étaient encore en cours. Quant aux pertes déjà connues, à la suite des attaques contre la Fédération de Russie, un hélicoptère K-27, un cargo transportant des munitions, un système de défense anti-aérienne Pantsir S-1, un système de missiles anti-aériens Thor, un complexe de communication REDU-2US, des drones et bien d'autres équipements ont été endommagés. Un avion amphibie B-200 Altaïr a également été touché, alors qu'il n'en existe que quelques exemplaires. Auparavant, le SBS avait rapporté que le B-200 est un avion de recherche et de sauvetage, que les Russes utilisaient, en plus de sa fonction principale, pour la reconnaissance maritime et le transfert rapide de personnel dans les zones côtières. Coïncidence incroyable. Alors que Zelensky annonçait que les opérations en Russie se poursuivaient, les occupants en Crimée temporairement occupés ont fermé le pont de Kerch. Les médias russes ont déclaré que la restriction de la circulation sur le pont avait été instaurée pour des raisons de sécurité. Le pont de Kerch lui-même n'a pas fonctionné pendant près de 11 heures. Il n'a été rouvert qu'après 13 heures. Qu'en pensez-vous? Peut-être qu'une fête explosive se prépare aussi sur le pont? Écrivez vos idées dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous. Encore une fois, des succès sans précédent de l'armée russe. Mais en réalité, il n'existe que dans les rapports de Gerasimov. Le chef d'état-major des forces armées russes a de nouveau fait état de victoire. Ainsi, Gerasimov a déclaré que, soi-disant, l'armée russe avait capturé 85% du territoire de la ville de Liman, dans la région de Donetsk. Selon lui, la 25e armée poursuit les combats de rue pour libérer Krasny Liman, un important centre administratif et un nœud ferroviaire, en attaquant les unités des forces armées ukrainiennes sur le territoire du parc national Montagne Sacrée. Fait intéressant, le 21 avril, Gerasimov affirmait que les occupants avaient pris le contrôle d'environ 70% du territoire de la ville. Un mois auparavant, il avait fait état de la prise de la moitié de Liman. Mais une fois de plus, les propos du chef de l'état-major général ne sont qu'un mensonge ordinaire. Selon la carte de Deep State, au 15 mai, les forces armées ukrainiennes contrôlent pratiquement entièrement Liman. Seules de petites zones grises sont signalées dans sa partie orientale. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, l'armée russe s'est approchée de la ville par l'est, mais n'y est pas entrée. Gerasimov a également fait état de la progression de l'offensive à l'ouest de Kupiansk, en direction générale de Chevchenkovo, ainsi que de la libération de Borova. Et une fois de plus, Gerasimov a été trahi par les cartes disponibles dans les sources ouvertes. Selon celles-ci, toutes les déclarations du chef de l'état-major russe sont loin de la réalité. D'ailleurs, nous n'en doutions pas. Les propres généraux de Poutine lui mentent. Ils profitent du fait que le dictateur âgé et arriéré ne sait pas utiliser Internet et lui fournissent de fausses informations sur la situation au front. Ainsi, Poutine est convaincu que l'armée russe avance victorieusement et qu'il ne reste que quelques mois avant la prise complète du Donbass. Nous allons prouver que cela ne correspond absolument pas à la réalité des faits. Les généraux russes mènent Poutine en bateau. Je ne vois absolument rien d'inhabituel ici. Malgré la situation catastrophique sur le front, le ministère de la Défense du pays agresseur fait état au Kremlin de la prétendue prise de nouveaux territoires. Pendant ce temps, l'armée de la Russie remporte soi-disant tant de victoires que ces 3 derniers mois, son rythme d'avancée est devenu le plus bas depuis 2023. Selon les analystes, si la dynamique actuelle se maintient, il faudra des dizaines d'années à la Russie pour occuper entièrement le Donbass. Ils aiment observer le ciel noir, c'est compréhensible.
Et ils ne veulent en aucun cas communiquer avec leur direction, car seule la guerre leur vend des balles. Néanmoins, les commandants russes ont convaincu Poutine que leurs troupes pouvaient entièrement s'emparer du Donbass avant l'automne, ce qui semble avoir beaucoup enthousiasmé le chef du bunker. Ce sont ses propres généraux qui l'en ont persuadé, affirmant que le front s'effondrait prétendument et que l'Ukraine n'aurait bientôt plus de soldats pour défendre les régions de Donetsk et de Louhansk. C'est précisément pour cette raison que les négociations sont irréalistes à l'heure actuelle. Mais cela met tout d'abord une croix sur toutes les spéculations, fantasmes et réflexions selon lesquelles la paix serait soudainement plus proche, qu'il existerait un accord secret, que Xi Jinping et Trump pourraient s'entendre sur la paix en Ukraine ou que Poutine et Trump concluraient secrètement un quelconque accord. C'est fini, c'est foutu. Mais en réalité, l'armée russe est incapable de s'emparer du Donbass par la force. Cela signifie donc que le Kremlin a décidé d'obtenir de nouveaux territoires sans aucun combat. Le président Zelensky doit donner l'ordre aux forces armées ukrainiennes de cesser le feu et de quitter le territoire du Donbass. De quitter le territoire, des régions russes. Alors, soi-disant, le chef du bunker serait prêt à s'asseoir à la table des négociations et à donner l'ordre de cesser le feu. Je pense que l'affaire touche à sa fin, mais cela reste tout de même quelque chose de sérieux. Nous n'avons jamais été fermés aux négociations, jamais. Mais tout cela n'est qu'une nouvelle ruse de Poutine, affirment les analystes militaires. Après avoir pris sans combat les avant-postes ukrainiens bien fortifiés dans le Donbass, Poutine donnera immédiatement l'ordre de préparer une nouvelle offensive. Poutine espère qu'en terminant l'opération visant à prendre le contrôle du Donbass, il pourra ensuite élargir ses exigences qui incluront notamment les territoires des régions de Kherson et de Zaporijia. À quoi bon le cacher ? Même le chef du bunker, quelques minutes seulement après avoir parlé de sa volonté de s'asseoir à la table des négociations, admet ouvertement qu'il n'a pas l'intention de discuter, et encore moins de mettre fin à la guerre. L'ensemble des forces armées nationales doivent, focaliser impérativement toute leur attention sur la destruction totale et définitive de l'ennemi, dans le contexte rigoureux de la poursuite de l'opération militaire spéciale. En réalité, l'objectif de Poutine serait au minimum toute l'Ukraine sur la rive gauche, ainsi que Kiev et Odessa, rapporte la presse occidentale en se référant à des sources au Kremlin. Cependant, même si les généraux russes acquiescent au chef du bunker, en réalité, ils ne croient même pas hypothétiquement à un tel scénario. Il en va de même pour les élites du Kremlin, qui tentent activement de dissuader Poutine de poursuivre l'opération militaire spéciale. Peut-être qu'eux-mêmes, là-bas, sont les plus intelligents, les plus cyniques, et en douce, hors caméra, ils ricanent de tout ça. Et l'esprit du défunt Tchéchetov plane là-bas et dit « on les a eus comme des chatons ». En réalité, ça les fait rire eux-mêmes, sûrement là-bas, ça par les plus bouchés. Ils comprennent que c'est absurde, que c'est de la pure fantaisie. Mais malgré tout, ils agitent ce bout de papier. Mais pour le bunkeriser, tout ça entre par une oreille et sort par l'autre. Comme on murmure au Kremlin, Poutine s'est de nouveau enflammé pour l'idée de prendre Kiev en 3 jours. Et la seule chose qui pourrait le convaincre d'abandonner cette idée, ce sont les drones ukrainiens qui détruisent les restes de son complexe militaro-industriel et de ses raffineries. Il faut le reconnaître, les forces armées ukrainiennes ont excellé dans ce domaine, à tel point qu'il devient chaque jour plus difficile pour les généraux russes de mentir aux vieux sur les victoires au front, alors que les alertes ne cessent de retentir à Moscou et que les ports pétroliers brûlent loin à l'arrière. Encore un nouveau coup sur le territoire russe. Dans la nuit de vendredi à samedi, des drones des forces armées ukrainiennes ont attaqué le kraï de Stavropol. Après une série d'arrivées de drones, l'usine chimique Nevinomysky Azot y est en feu. En gros, ils ont laissé passer et ça a touché là-bas. Et voilà. Ils ont visé le centre culturel, apparemment. Là, ça ne fonctionne plus du tout. Il n'y a pas eu un seul tir. Nevinomysky Azot est considéré comme l'un des plus grands producteurs d'engrais minéraux et de substances chimiques en Russie utilisées pour la fabrication d'explosifs.
Dans cette usine, entre autres, on produit des composés utilisés dans la fabrication d'obus d'artillerie. Les analystes OSINT ont estimé qu'il s'agit déjà de la 6e attaque contre des entreprises depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine. Tandis que la Russie mise encore sur le nombre d'hommes, l'Ukraine change le principe même de la guerre. Des drones qui frappent déjà des centaines de milliers de cibles, des frappes en profondeur, la destruction de la défense anti-aérienne et un système que même l'ennemi tente désormais de copier. Aperçu des principales déclarations du commandant des forces des systèmes sans pilote, Robert Brody-Madiar, sur la façon dont l'Ukraine construit, en pleine guerre, l'armée du futur. Plus de détails à ce sujet dans le reportage qui suit. Aujourd'hui, les forces ukrainiennes de systèmes sans pilote ne sont plus simplement un soutien à l'infanterie. Il s'agit d'une structure distincte qui change progressivement le principe même de la conduite de la guerre. Robert Brody, plus connu sous le nom de Madiar, a en fait montré comment l'Ukraine construit un nouveau système militaire en pleine guerre. Notre tâche est d'éliminer les pilotes ennemis. Notre tâche est de limiter la logistique des déplacements hors de notre champ de connaissances, les mouvements de personnel, la préparation des assauts et de restreindre les évacuations. Des chiffres qui semblaient encore récemment relevés de la science-fiction deviennent aujourd'hui la nouvelle réalité du front. Plus de 300 000 cibles atteintes depuis la création du groupe en 11 mois. C'est aussi une information très transparente. Je dirais l'essentiel, la profondeur moyenne de destruction du personnel ennemi à ce jour ne dépasse pas 1500 mètres à partir de la ligne de front. En fait, nous travaillons littéralement sous leurs pieds. Et le nouvel objectif est d'atteindre l'élimination stable de jusqu'à 12 000 militaires russes chaque mois. Aujourd'hui, c'est précisément l'utilisation des drones qui devient le principal élément des actions réussies des forces de défense ukrainiennes. Cela permet de neutraliser l'avantage des occupants en effectifs, en blindés lourds et en moyens de destruction. Dans le même temps, Madiar ne parle pas seulement du nombre de drones. L'accent principal est mis sur la systématisation. Les forces des systèmes sans pilote sont déjà intégrées dans les corps d'armée afin de renforcer rapidement les secteurs les plus difficiles du front et d'opérer en profondeur tactique. Des représentations des forces de systèmes sans pilote sont déjà déployées dans plus de la moitié des corps d'armée. La première priorité est de combler les brèches là où c'est critique. La deuxième priorité est de faciliter et d'aider à l'intégration du mission contrôle afin que toutes les unités enregistrent électroniquement chaque mission de vol effectuée sur le champ de bataille. Un autre indicateur qui souligne l'efficacité du système est le taux de confirmation des frappes. Dans les forces de système sans pilote, il dépasse 99%. Si nécessaire, on exige du pilote une reconnaissance supplémentaire, l'obtention d'informations additionnelles confirmant la destruction. C'est pourquoi le taux de validation des frappes par les unités du groupement dépasse 99%. Dans la 414e brigade, le taux de refus est inférieur à 1%. Il y a eu un mois où ce taux de refus était de 0,2%. Un autre facteur critique, la profondeur des frappes. Aujourd'hui, la zone d'efficacité des drones ukrainiens atteint des records sur de nombreux axes. C'est précisément cette distance qui forme la soi-disant zone grise, que l'on appelle désormais à la mode la kill zone. À ce jour, j'estime qu'elle varie selon les secteurs de 25 km et plus. La Russie maintient un niveau élevé d'effectifs sur le front, mais le rythme de la mobilisation n'augmente pas de manière significative. Il me semble que, puisqu'il n'a pas mené de mesures de mobilisation et n'a toujours pas déclaré une guerre totale, il ne s'y résoudra pas avant l'automne. Il va travailler avec le contingent dont il dispose, c'est-à-dire 700 000 personnes et plus le long de la ligne de front. Dans le même temps, l'Ukraine mise non pas sur la quantité, mais sur l'efficacité de chaque élément du système. Dans les forces de systèmes sans pilote, des indicateurs précis d'efficacité sont même établis. Une brigade de drones détruit l'infanterie de 2 brigades mécanisées d'infanterie chaque mois de l'année. Ensuite, un nouvel objectif a été fixé, que le groupe élimine chaque jour une unité d'assaut complète d'un bataillon ennemi. Aussi étrange que cela puisse paraître, la Russie essaie actuellement de copier le système ukrainien de forces de drones. Ils copient en fait la franchise existante du groupement de forces de système sans pilote. C'est pourquoi, en réalité, ils ont de l'expérience dans certains domaines, mais dans la plupart des cas, ils essaient de nous voler quelque chose, de le détourner et de suivre une voie déjà toute tracée et éprouvée. Après que les drones sont devenus l'un des facteurs clés de cette guerre, l'armée russe a commencé à réorganiser ses propres unités. L'expérience positive du côté ukrainien
tant en ce qui concerne le ralentissement de l'avancée sur la ligne de contact direct que l'utilisation réussie de drones pour détruire des moyens aérodynamiques d'attaque est prise en compte et, en conséquence, mise à l'échelle par l'armée du pays occupant. Un autre élément important dont parle Madiar, ce sont les frappes contre la défense antiaérienne. Selon ces informations, depuis le début de l'année, 134 cibles de la défense antiaérienne ennemie ont déjà été détruites. C'est justement un exemple frappant de la création d'un corridor permettant le déplacement sans entrave et l'atteinte des objectifs par un grand nombre de moyens, directement en profondeur sur le territoire ennemi. L'Ukraine continue de développer et de renforcer ses forces de système sans pilote, augmentant la portée et l'efficacité de ses frappes. Des frappes en profondeur encore plus puissantes et de nouveaux changements sur le front sont à venir. Les cibles militaires, les installations du complexe militaro-industriel et du complexe énergétique et pétrolier ont été, sont et resteront prioritaires. En conséquence, ce sont des objectifs militaires légitimes et ils doivent brûler sur tout le territoire du pays occupant en tant que cible prioritaire. Pendant ce temps, les propagandistes russes se sont de nouveau ridiculisés. Ils racontèrent des salades, mais la vérité a éclaté au grand jour après seulement 2 mois. Début mars, les forces armées ukrainiennes ont frappé l'usine Tokmak dans le Donetsk temporairement occupé. Immédiatement après la frappe, les occupants se sont mis à hurler que, soi-disant, les forces ukrainiennes avaient attaqué un hôpital pour enfants et une polyclinique avec des missiles de croisière. Cela s'est avéré bien sûr être un mensonge. Les analystes OSINT ont publié des images de l'usine Tokmak attaquée. Dans la vidéo, les occupants confirment directement qu'il y avait un emplacement de l'armée russe dans l'usine. Ils ont également annoncé l'élimination de 3 dizaines de leurs soldats. Nous sommes à Donetsk. Et encore aujourd'hui, jusqu'à présent, Donetsk continue malheureusement d'être bombardé sans relâche. C'est précisément ici, dans ce secteur, que se trouvaient tous nos gars. Le dictateur russe va rendre hommage à Xi Jinping. Le Kremlin l'a déjà officiellement confirmé. Poutine se rendra en Chine les 19 et 20 mai. Il est précisé que Poutine discutera avec Xi Jinping des questions relatives aux relations bilatérales ainsi qu'ils échangeront leurs points de vue sur les principaux problèmes internationaux et régionaux. À l'issue des négociations, la signature d'une déclaration conjointe au plus haut niveau ainsi que d'un certain nombre d'autres documents est attendue, ont indiqué les représentants du Kremlin. Fait intéressant, la veille, Pékin a déclaré que, malgré ses liens étroits avec le Kremlin, il espérait une fin rapide de la guerre en Ukraine. La Chine et les États-Unis ont également déclaré leur volonté de maintenir une communication permanente et de jouer un rôle constructif dans le règlement politique du conflit. C'est ainsi que Pékin qualifie la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Quant à Trump, après son voyage chez Xi, il s'est soudainement détourné d'un allié de longue date des États-Unis. Ces actions pourraient, dans un avenir proche, déboucher sur une nouvelle guerre. Après la visite de Trump en Chine, le président américain a soudainement revu sa politique à l'égard de Taïwan. Il a déclaré qu'il ne voulait pas de guerre avec l'Empire du Milieu. Selon Trump, la Chine doit se calmer. Cependant, Washington ne souhaite pas que Taipei proclame son indépendance en comptant sur le soutien américain. Le chef de la Maison-Blanche a également refusé de donner une réponse claire à la question de savoir s'il signerait le paquet de livraison d'armes américaines à Taïwan, longtemps repoussé. Trump a déclaré qu'il pourrait le faire, ou peut-être pas. Le grand leader Donald Trump, accompagné d'une cohorte entière des plus grands hommes d'affaires de la planète, est enfin arrivé à la rencontre avec le deuxième grand leader. Cette visite était prévue immédiatement après la réélection de Donald, mais elle a été reportée et se déroule maintenant sur fond de guerre prolongée en Ukraine et en Iran, ainsi que du blocage de la principale artère de transport pétrolier du monde, le détroit d'Ormuz, ce qui affecte l'économie, y compris celle de la Chine. De nouvelles technologies seront discutées, ainsi que l'intelligence artificielle. Les deux parties ont ici de très grands intérêts. Des avantages très importants sont attendus de cette visite si un accord est conclu. Mais Trump, je le souligne encore une fois, doit, enfin du moins dans l'intérêt des États-Unis, disons-le ainsi, consolider maintenant cette situation normale, car Trump n'a plus la possibilité d'entrer dans des conflits sérieux en plus avec les Chinois.
Ses taux de popularité sont bas, les élections approchent, il a besoin de plus d'aide, de plus de soutien, de plus de coopération, de bénéfices pour les agriculteurs américains, par exemple, ce qui sera également discuté, sans aucun doute, lors de cette visite, et non pas d'une crise, ni d'un conflit, ni d'une nouvelle escalade. Les analystes soulignent que cette visite véritablement historique des présidents se déroule sans aucun projet préparé. La rencontre entre le vice-premier ministre du Conseil d'État de la RPC et le ministre des Finances des États-Unis, qui a eu lieu la veille, s'est en fait terminée sans résultat. De plus, selon l'Associated Press, les premières déclarations des dirigeants ont déjà montré à quel point leurs positions sont diamétralement opposées. Alors que Trump multipliait les compliments à l'égard de Xi Jinping, ce dernier a averti que l'approche de Washington concernant Taïwan pourrait mettre en grave danger l'ensemble des relations. Plus tard, dans son communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères a également souligné que la question de l'île est la plus importante dans les relations sino-américaines. Si elle est résolue de manière appropriée, les relations bilatérales dans leur ensemble resteront stables. Dans le cas contraire, des affrontements, voire des conflits, pourraient surgir entre les deux pays, ce qui mettrait en grave danger l'ensemble des relations. L'indépendance de Taïwan et la paix dans le détroit sont incompatibles, comme le feu et l'eau. Le maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan constitue le plus grand dénominateur commun entre la Chine et les États-Unis. La partie américaine doit faire preuve d'une extrême prudence dans la gestion de la question taïwanaise. En ce moment même, il y a un accord sur l'achat d'armes pour Taïwan qui attend. Et dans l'ensemble, tout est prêt là-bas, mais il faut la signature de Trump. C'est aussi une affaire très importante. Où cela va-t-il mener ? Il me semble qu'ici, justement, la Chine profite beaucoup de ce désir de Trump de conclure un accord commercial. Et il me semble, spéculons un peu, la rhétorique était à peu près la suivante. Regardez, nous avons devant nous beaucoup de grandes, d'immenses choses à accomplir ensemble. L'Amérique sera riche, la Chine ouvrira ses portes aux entreprises américaines. Mais sur le chemin de ce grand et bel avenir, il y a un petit obstacle, et c'est Taïwan. Discutons de cette question politique et non économique. Et dès que vous direz que vous n'allez pas essayer de soutenir Taïwan par la force militaire d'une manière ou d'une autre, eh bien, la Chine ouvrira grand ses portes aux entreprises américaines. Il me semble que ce n'est pas un ultimatum, mais cette condition a été exprimée. La visite des Américains en Chine a lieu entre le voyage en Chine des délégués iraniens et l'annonce retentissante, bien que sans date précise, de la venue de Poutine à Pékin. Il est peu probable, notent les analystes, que Trump et Xi Jinping accordent une attention significative à la guerre en Ukraine lors de leurs négociations. Ce sont des négociations approfondies et sérieuses. Mais je ne pense pas que Donald Trump parviendra à atteindre tous ses objectifs lors de cette seule visite. Et ce scénario n'est pas positif pour nous, car il y a 5 ou 6 mois, Trump avait l'intention de réaliser beaucoup de choses précisément maintenant, en avril. Mais à présent, on voit que tout ne se passe pas comme il le souhaiterait. Et il est probable que ce cycle de négociation soit simplement prolongé jusqu'à l'automne. Le cycle de négociation sera simplement prolongé. Et jusqu'à l'automne. Mais le plus intéressant se produira déjà après que Donald sera raccompagné jusqu'à la passerelle de l'avion. Il y a 8 ans, il était également venu en visite en Chine. Il multipliait aussi les compliments. Mais à son retour, il a déclaré une guerre commerciale qui dure encore aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai le temps de vous raconter pour le moment. On se retrouve dès demain. En attendant, soutenez-nous, mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. C'est très important pour nous.